Dans la vie, en fait, mon professeur de français me disait toujours, là, des bons enfants, on laisse derrière soi des monuments qu'on a dessinés et puis des œuvres qu'on a écrites. Je vais vous faire une confidence. J'ai refusé la Légion d'honneur à plusieurs reprises. Parce que mon père me disait toujours, on ne reçoit la Légion d'honneur que quand on a derrière soi des faits de bravoure ou qu'on a été un vrai soldat. Mes frères ont la Légion d'honneur, mon père a la Légion d'honneur. Et je considère que à partir du moment où les chanteurs de rap ont la Légion d'honneur, je pense qu'il faut savoir rester à sa place. Alors Philippe de Villiers, merci d'avoir répondu à notre invitation. Derrière l'homme politique, le créateur du Puy du Fou, l'ancien ministre, il y a surtout l'écrivain. Je dis surtout parce que vous avez désormais une œuvre assez remarquable à votre actif et notamment des romans historiques. Et vous venez précisément de publier un roman historique et qui s'intitule La valse de l'adieu et qui est publié aux éditions Plomb. C'est un genre que vous affectionnez, un genre littéraire que vous affectionnez. Expliquez-nous pourquoi. En réalité, j'ai vécu mai 68 comme un traumatisme. Et en mai 68, mon professeur d'histoire m'a expliqué, tu vois, le roman national vient de se prendre un cocktail Molotov qui a été tiré depuis la Sorbonne. Il est mort. Ils en ont fait un roman noir et ils l'ont tué. Et en réalité, j'ai compris très vite ce qu'était le roman national et pourquoi il l'avait tué. Le roman national, c'était un synchrème de substitution. C'est-à-dire que Ernest Avist, l'instituteur national, après la guerre de 1870, après la défaite de Sedan, et les autres historiens républicains se sont dit l'ancienne unité est morte, il faut en faire une nouvelle. Et donc trouver un synchrème de substitution, c'est-à-dire un fédérateur qui puisse permettre à tous les Français de célébrer la même France. Ce n'est pas l'Église qui est allée chercher Jeanne d'Arc, ce sont les historiens républicains, c'est Jules Quicherat. Ils sont allés chercher la bergère parce qu'elle avait touché au synchrème. Et de la même manière, ils sont allés chercher Clovis. Et ils ont décidé de faire monter derrière le tableau noir chaque matin le soleil d'Austerlitz. Le roman national, c'était un récit légendé, avec cette phrase de Fustel de Coulanges qui dit les peuples qui ne rêvent plus meurent de froid. Et un jour, je me suis dit, il y a longtemps, il faudrait recréer le roman national, mais sous une autre forme. Le roman national était un récit de puissance, imprégné de la vision du monde de Vidal de la Blache, le grand géographe, qui dit « Regardez les taches roses de la France sur la map monde ». Il faisait tourner la map monde, il y avait des taches roses partout, c'était l'Empire. La France était une grande puissance. Et donc, le roman national célébrait la grandeur. Et moi, je me suis dit, mais maintenant, on ne peut plus célébrer la grandeur. Ça ne dit plus rien, un jeune Français. Et célébrer la puissance, ça fait rigoler la planète. La France est un pays malheureusement déclassé. Mais il y a une autre porte. Ça, il y a 50 ans, je me dis ça. Je me suis dit ça il y a 50 ans, avant de créer le Puy du Fou. L'autre porte, c'est la porte du beau. Parce que les jeunes aujourd'hui sont des écorchés vifs. Et il faut chercher chez eux les tendresses enfouies. Les affleurements des tendresses enfouies. Et donc, si on passe par la porte du beau, on va pouvoir faire un roman national qui soit un roman d'amour. Et c'est ce que j'ai commencé à faire avec Charette, etc., puis Clovis, enfin, puis Jeanne d'Arc, Saint-Louis, Clovis.
et maintenant avec la période voilà. 19e siècle. Alors précisément, c'est en cela que votre roman historique est assez novateur par rapport au précédent. Ce qui est novateur, c'est que je parle à la première personne. Alors, c'est le premier point. Deuxième point, vos précédents romans historiques étaient centrés sur des personnages illustres. Là, vous explorez l'âme paysanne avec un personnage qui est moins illustre, on peut en convenir. Et par ailleurs, vous explorez la période de l'Empire et de la Restauration. Et j'ai noté que c'était des périodes qui n'étaient pas du tout, par exemple, présentes dans le Puy du Fou. Et je me suis toujours demandé si c'était une époque que vous n'aimiez pas, et pourtant elle participe de l'épopée française, par exemple l'épopée napoléonienne. Non, c'est parce que, en fait, cette histoire, je la porte en moi depuis l'enfance. Quand mon père et ma mère nous emmenaient en 2 chevaux au Mont des Alouettes, il fallait traverser un carrefour célèbre qui s'appelait les 4 chemins de Loire. Il y avait 4 routes. Route de La Rochelle, Nantes, la route de Paris, Paris et La Roche-sur-Yon. Et quand j'étais petit, à l'institution Richelieu, on disait « Ah, avant, ça s'appelait Napoléon ». Tout ça se mélangeait en moi, et avec une histoire que mon père et ma mère nous racontaient à chaque fois qu'on passait aux 4 chemins de Loire. Ils disaient « Ah, les enfants, c'est la petite histoire qui rejoint la grande histoire. Vous voyez, là, il y a la berline de Napoléon qui arrive, qui s'arrête. L'empereur descend. Il a demandé à rencontrer un échantillon de blanc et de bleu de la Grande Guerre, comme on disait à l'époque, c'est la guerre de Vendée. Et il est venu panser les plaies de ce peuple qui a été exterminé. Et en même temps, il est venu visiter sa capitale, Napoléon. Napoléon, le créateur, vient visiter sa création, la ville de Napoléon. Et il s'arrête devant un alignement donc, de personnalités, donc des bleus et des blancs. Et il y a un hussard. Il lui demande « Qui êtes-vous » Et le hussard répond « Louise Regrenil ». Il dit « Mais vous êtes une fille ?»« Oui. »« Pourquoi vous avez cet uniforme ?» Il dit « Je l'ai emprunté à un hussard. » L'empereur comprend qu'elle a tué un hussard. Et il dit « Vous faisiez quoi pendant la guerre de Vendée ?» « Monsieur l'empereur, j'étais blanche. » « Ah !» Il se recule légèrement pour que personne ne perçoive l'esquisse de son sourire. Et puis à côté, il y a un homme avec une écharpe. Et il lui dit « Vous êtes le maire ?»« Oui. »« C'est une de vos administrées ?»« Non, c'est ma sœur. »« Que faisiez-vous alors pendant la Grande Guerre ?»« Sire, j'étais neutre. » C'était neutre, vous n'étiez qu'un Jean Foutre. Et comme il s'appelle Jean Regrenil, le prénom va lui rester, mais le nom va changer, il va s'appeler le Jean Foutre. C'est pour tous les gens, pour tous les maires de Vendée, pour tous ses collègues, pour tous les élus, pour toute la population, il va s'appeler le Jean Foutre. On va l'appeler le Jean Foutre, parce que l'empereur a dit que c'était un Jean Foutre, parce que l'empereur n'aime pas les nôtres. Et comme il a l'oreille absolue, ce garçon, qu'il est luthier ménestrier à Montaigu, il va fermer son magasin, son atelier, il va tout perdre. Il va perdre sa mairie, il va perdre son atelier. Il garde son génie et son oreille absolue qui va le sauver, parce qu'il va inventer un instrument qui s'appelle le violon d'aulne. Cette histoire est vraie. Oui, c'est la question que je vais vous poser. C'est un personnage inventé ou c'est une histoire vraie? Cette histoire est vraie, vous pouvez la retrouver dans tous les livres d'histoire, en tout cas sur l'histoire de la Vendée. Et l'expression j'étais neutre, vous n'étiez qu'un Jean Foutre, c'est une expression que tous les Vendéens connaissent, les Vendéens un peu cultivés. Et j'ai trouvé que cette histoire était sublime, parce que Napoléon, qui est l'héritier de la Révolution, vient dire aux Vendéens, en fait, je vous comprends. Et c'est lui qui a utilisé cette expression. C'était une terre de géants. Alors vous dites, vous n'avez pas parlé de ça au Puy du Fou, et je parlais que de ça, parce que la dernière phrase du Puy du Fou, la phrase fondatrice, c'est « Sur cette terre de géants et de genêts en fleurs ». La terre des géants, c'est Napoléon.
Alors, votre roman fait penser à un livre de Lenôtre. C'est un peu la réconciliation nationale finalement entre l'Ancien Régime et le bonapartisme. C'est la réconciliation nationale, c'est un sujet qui vous intéresse. Vous pensez que la France, par exemple, qui est fracturée aujourd'hui, pourrait se réconcilier au-delà de toutes ces blessures passées? Il y a deux questions là. Donc je vais répondre aux deux questions successivement. D'abord, ce qui m'a intéressé, c'est que ce personnage, Jean Rogronil, surnommé le Jean Foot, va traverser 5 régimes successifs. Et donc la Révolution, le Consulat, l'Empire, la Restauration, le régime Louis-Philippard, etc. Et ce qui est passionnant, c'est que par un effet de transparence, si on mettait un papier beurre sur cette époque, on retrouverait la nôtre. C'est-à-dire on retrouve les neutres, on retrouve les chats, on retrouve les vaniteux, on retrouve les ambitieux. Et surtout j'ai voulu mettre en regard 3 langues que je possède en moi depuis l'enfance. La première, c'est la langue paysanne, c'est-à-dire, pour moi, ça sonne comme un cristal inimitable, un art de vivre, un art de pleurer, un art de parler, un art d'apprivoiser l'ultime, avec des gens rudes, simples, qui mettent dans chacun de leurs pas et dans chacune de leurs interjections de la poésie. Et j'ai parlé le patois, c'était ma première langue, ma langue maternelle. Et donc, en 1984, et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu le prix Nobel de littérature qui a été accordé à une Québécoise qui s'appelait Antonine Maillet. Elle avait écrit un livre qui s'appelait Pélagie la charrette, en patois québécois. Et à ce moment-là, j'avais dit à mon épouse, je crois que je suis capable d'écrire un livre que ça, en patois francisé. Et elle me dit, pourquoi tu ne le fais pas? Je dis, parce que je ne suis pas capable d'écrire pour l'instant, mais plus tard, quand j'aurai le temps. Voilà. Et donc je rêvais depuis longtemps d'écrire un livre en patois. Donc j'ai truffé, caviardé mon livre d'expressions patoises qui sont c'est la gouaille, c'est la verbe. Donc ça c'est la première langue. La deuxième langue qui fait face à la langue paysanne, c'est la langue de la haute société de regret, la société de déploration, la société déclassée, qui se regroupe dans les salons de l'amertume pour pleurer sur les malheurs du temps, avec une expression magnifique et atemporelle, ce pays n'a plus de mœurs. Voilà. Et donc, cette langue, je la connais par cœur. Cette société déclassée, je la connais par cœur. Je l'ai vue dans mon enfance, et donc je l'ai mise en scène. Et puis la troisième langue, c'est une langue aussi que je connais bien, en tant qu'ancien sous-préfet et ancien homme politique. C'est la langue de lustrine des préfectures et des élus. C'était une langue ambivalente, où les mots sont ambivalents, où en fait les politiciens préparent avec les mots qui conviennent, parce qu'il faut couvrir la trahison, lui donner un caractère moral, donc prépare le prochain ralliement. Et comment on change de régime, on voit ce tourbillon des caractères, les belles âmes et les âmes noires, et c'est ce que j'ai voulu décrire. Alors c'est un peu un roman à clé, sans le faire exprès. En réalité, on se retrouve dans notre époque. Voilà. Et vous disiez, l'époque, notre société est fracturée. Alors, je vais vous dire la chose suivante. Vous avez remarqué, tous les Français ont regardé l'enterrement de la reine Elisabeth. Ça m'a beaucoup frappé. C'était des pics d'audience. Et il faut se poser la question, mais pourquoi? Et moi, ma réponse, c'est le bon sens.
En fait, l'enterrement de la reine a laissé affleurer deux points forts, la famille et le sacré. C'est-à-dire que les Français se sont intéressés à cette famille, elle-même fracturée, qui rappelle le mot de Bernanos, une famille, c'est comme une nation c'est comme une famille, un drame moral. Mais les Français se sont dit, dans une époque où on est en train de tuer la famille hétérosexuelle, dans une époque de désaffiliation, ils ont de la chance d'avoir une famille qui représente toutes les familles. Et on vit au rythme de nos misères les malheurs de la famille qui est au-dessus de nous et qui nous fédère, et qui nous rassemble et qui nous aime, et que nous aimons. En d'autres termes, les Français qui vivent dans l'instant, dans une société de l'instant, dans une politique de l'instant, avec un président qui est un enfant, malheur au royaume dont le prince est un enfant, l'ecclésiaste, eh bien, les Français ont soif du temps long. Et deuxièmement, ils ont soif de la légitimité, c'est-à-dire le sacré, la sacralité de l'incarnation. Macron, par exemple, il se rend banal, il pense que c'est mieux pour lui d'être banal. Et donc il désacralise tout, Carlito, McFly, etc. Pour ça je dis, c'est un enfant, il joue. Quoi. Il pense qu'en jouant, les Français vont le prendre au sérieux. Non, les Français veulent du mystère et du sacré. Alors justement, ce que vous dites est intéressant parce que Marine Le Pen, au moment de l'enterrement de la reine d'Angleterre, a dit peut-être que les Français regrettent d'avoir coupé la tête de leur roi. C'est un avis que vous partagez? Oui. Vous pensez que profondément les Français ont une âme monarchiste peut-être? Non mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? Depuis la fin du roman national, donc depuis mai 68, les générations de politiciens successifs ont offert aux jeunes Français le nouvel évangile, l'évangile des droits de l'homme. Ils ont pensé que ça suffirait à étancher la soif des âmes en manque, des âmes appelantes et palpitantes. Et l'évangile des droits de l'homme a lui-même dérivé. On est passé des droits de l'homme et du citoyen aux droits de l'homme capricieux, c'est-à-dire à l'individualisme parfait, rejoignant le mondialisme hédoniste. L'évangile de l'homme est devenu hédoniste, une manière de prendre son plaisir. Et du coup, c'est plus fédérateur du tout, parce que l'évangile des droits de l'homme et la démocratie, si demain la Tanzanie veut adhérer à l'Union européenne, elle le fera. C'est les deux critères. On est dans l'abstraction, on n'est plus dans les grands sentiments. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Le succès des Puy du Fou est d'ailleurs à ce titre un révélateur. Et le succès des historiens, regardez Christian Petit-Fils, regardez Jean Sévilla, regardez, il y a aujourd'hui énormément d'historiens qui connaissent des succès éditoriaux révélateurs. Les Français sont en train de redécouvrir une chose qui leur a été interdite, toute demeure divisée contre elle-même périra. Ils refranchissent la barrière de la Révolution française pour aller voir plus tôt, pour aller, si vous me passez l'expression, revoir la miniature du XVe siècle, c'est-à-dire le Jardin de Paradis. Au XVe siècle, il y a une miniature qui pour moi a été fondatrice quand j'ai découvert cette image. Le Jardin de Paradis, c'est une image d'un anonyme, d'un miniaturiste. Et alors on voit un palice d'osier armorié tout autour. Donc ça, c'est l'idée du précaré convoité, donc il faut le protéger. C'est l'idée du limès, de la frontière. À l'intérieur, c'est un jardin magnifique. Un jardin de tempérance, le 7e climat. On dit que c'est le vis-à-vis du jardin d'Éden. Et qu'est-ce qu'il y a au centre du jardin? Il y a la domina. La domina, c'est la maîtresse, c'est la dame, c'est la femme. La France est une femme, disait Michelet. C'est-à-dire qu'en fait, la France, cette dame de haut port et de seigneurie, on disait, qui donnera Notre-Dame, donc la patronne de la France. Et au pied de la dame, il y a un petit Jésus avec un psalterion.
le verbe musical de la langue française. Et donc, en fait, les trois figures idéales au XVe siècle sont résumées ainsi. Le jardin, qui va donner le jardin à la française, avec le nôtre. La dame, en France, la dame est première. C'est pas l'homme qui commande, c'est la dame qui commande. La chevalerie, la sapience. Et troisièmement, le verbe, c'est-à-dire la langue française. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que la France est née comme avec un acte littéraire, la chanson de Roland, puisque c'est au moment où Roland va mourir qu'il se penche vers Olivier, pose son olifant et lui dit « Tu tourneras ma tête vers France la douce. France la douce. » La France est née. Eh bien, en fait, là, les Français, ils sentent ça. Ils sentent, il faut revenir à ça. Il faut revenir à la miniature du XVe siècle. Il faut revenir au jardin de paradis. Chaque Français est en train de se dire « On m'a caché mon jardin de paradis. » Et dès qu'il voyage entre deux éoliennes, et qui se retrouvent à Vézelay ou à Flavigny ou dans n'importe quel coin de France, en Provence ou en Alsace, ils se disent que c'est beau, mon Dieu, mais pourquoi on nous a caché ça, et pourquoi on nous gâche ça, et pourquoi on ne veut pas, pourquoi on nous interdit une partie de notre passé, pourquoi on nous fait des poches sur le patrimoine. Alors précisément, votre livre, pour revenir à votre livre, c'est une ode à l'âme paysanne, c'est ainsi que je l'ai compris, et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez raison de le souligner, les campagnes sont un peu le dernier refuge, l'endroit où nombre de Français autour de nous ont l'impression de retrouver la France, une France que les grandes métropoles a détruite. Alors, que pensez-vous de cette proposition faite par Emmanuel Macron de répartir les migrants dans les campagnes, et une proposition qui ne semble pas rencontrer beaucoup d'opposition, pas même des paysans, enfin si des ruraux eux-mêmes. Alors, le dernier qui a fait ça, vous savez qui c'est? Le dernier qui a déplacé des populations comme ça, c'est Ceausescu. Il a déplacé les populations des villes vers la campagne. Donc il a remalaxé son pays. On a vu ce que ça a donné. En fait, Macron, c'est un joueur du Touquet. Il joue avec la France comme si c'était un puzzle. Et il fait le grand remplacement. Zemmour l'a dit, Macron l'a fait. Le grand remplacement, ça consiste à installer des colonies d'immigrés dans nos campagnes pour installer dans nos campagnes des colonies et des quartiers. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison, il ne faut pas de jaloux. Vous aurez votre crack à vous. Voilà. Et donc, il y a un non-dit derrière tout ça. Le non-dit, c'est fini. Le tsunami est là. On est obligé de répartir, ça va arriver, il y aura des vagues de plus en plus fortes, donc il faut maintenant répartir. Voilà. Donc en fait, Macron est l'héritier de générations politiques qui, depuis le regroupement familial Giscard 1974, ont décidé de faire de l'Hexagone un espace expérimental. En liaison avec le patronat qui dit donnez-nous des immigrés, de nouveaux esclaves, on ne paiera pas cher et ça sera rentable. Voilà. Et donc en fait la mondialisation est arrivée là-dessus. Soit on fait venir des immigrés qu'on ne paye pas cher dans les usines, comme ça on maintient l'emploi, soit on transporte l'usine dans les pays où on peut exploiter facilement des enfants, comme en Inde par exemple, qui fabriquent nos pulls verts. Voilà. Et tout ça est un système où on est dans le hors-sol, avec des gens, des politiciens du hors-sol. D'ailleurs, il n'y a plus de cumul des mandats, donc ils n'ont plus d'ancrage. Ils font une expérience, et en ignorant par leur inculture ce que disait Fernand Braudel, Pierre Chaunu, le grand démographe Jacques Dupaquier. La même chose, il disait, l'histoire, c'est la démographie. Et donc, en fait, Macron aménage le basculement démographique auquel il croit, et qu'il croit inéluctable. C'est-à-dire qu'il croit que la France a vocation
à devenir une terre d'accueil de la planète. Et il n'est pas le seul à croire ça. Madame von der Leyen, la mère fouettarde, croit la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on fête le 30e anniversaire de Maastricht. Maastricht, c'était une utopie inouïe d'anéantissement du politique. L'idée, c'était d'abolir les nations, mais pas pour faire une nouvelle nation. L'idée, c'était de faire ce qu'on a sous les yeux, une Europe sans corps, une Europe sans racines, une Europe sans âme. C'est pour ça que d'ailleurs les Italiens ont dit non, on ne veut plus de cette Europe-là. Une Europe qui voit les fillettes, la dernière publicité. Et donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on perçoit, ce que les gens perçoivent de plus en plus, à travers l'idée de Macron de repeupler les campagnes, et à travers le voile de la fillette avec Madame von der Leyen, ou encore le voyage de Madame von der Leyen en Azerbaïdjan, pour aller chercher du pétrole, au moment où l'Arménie est en train de disparaître. Il y a cette idée du grand remplacement. Moi, j'appelle ça un génocide. Qu'est-ce que c'est un génocide? C'est quand un peuple disparaît, parce qu'on le fait disparaître. Ils sont en train de faire disparaître le peuple français. Et le peuple français, il est un peu comme le peuple romain à la fin. Il faut lire le livre Les Derniers Jours de Michel de Gégère. Et il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est en 399, Synésios de Cyrène, l'ambassadeur de Cyrène, un personnage important, qui s'adresse à l'empereur, qui s'adresse donc aux élites de Constantinople. Et il dit ceci: quand on confie le limès, la frontière, au barbaricum, quand on n'enseigne plus les lois de Rome, quand on ne veille plus à transmettre la pietas et la fides du mos maiorum, c'est-à-dire l'art de vivre à la romaine, quand on cesse de prier les dieux et qu'on n'y croit plus, les dieux de Rome, on est tout près de mourir. 399. Mais alors dites donc, c'est un peu désespérant. Pourtant, vous êtes chrétien, Philippe de Villiers, je suis sûr que vous êtes plein d'espérance. Il y a quand même des motifs d'espérer, ou inéluctablement, c'est la chute de l'Empire romain qui nous attend. Est-ce que nous sommes tous frappés de la malédiction du tout est foutu? Alors, il n'est pas interdit d'être lucide. René Char disait la lucidité, la blessure la plus proche du soleil. Ça fait mal d'être lucide. Mais je préfère être lucide qu'un ravi des Santons de Provence. Et mon père m'a raconté une histoire qui m'a beaucoup frappé. Quand il était lieutenant au 15 à Metz, en 1938, et qu'il revenait à Paris, il était invité dans les salons, c'était un jeune lieutenant brillant, courtisé. Et il y avait les dames de belle compagnie, des vieilles familles françaises qui le suppliaient, mon lieutenant, donnez-nous des bonnes nouvelles, donnez-nous de l'espoir. Et mon père disait, on était en 1938, écoutez, moi j'emmène mes gars avec des balles à blanc, on n'a rien d'autre. C'était après le Front populaire, qui avait désarmé l'armée française. Et donc on sentait venir les périls. Là, aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans une situation quand même très inquiétante. Alors, il y a deux signes. Deux signes que les gens ne voient pas. Deux signes d'espoir. Ah. Bernanos disait l'espérance, c'est un désespoir surmonté. Donc, on va essayer de surmonter ensemble. Le premier signe, c'est que il y a toute une jeunesse en fait qui échappe complètement au radar, que personne ne voit venir. Parce qu'en fait, je vais être très concret, il y a des gens qui font plus d'enfants, bon, pour des raisons X, Y, Z, hein, parent 1, parent 2, parent 3, parent 4, parent LGBT, etc. Donc voilà. Bon.
la stérilisation de la société, l'avortement de masse, 220 000 avortements par an, etc. Donc il y a une stérilisation sur le plan démographique. Les seuls qui font des enfants, c'est les chrétiens et les musulmans. Et parmi les chrétiens, les jeunes, eux, ils rigolent plus du tout. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent retrouver, je vois, moi, mes succès éditoriaux, 80% c'est des jeunes qui achètent mes livres. Incroyable. Bon, je rencontre des jeunes dans la rue, ils disent « Ah, j'ai lu votre Clovis ». Comment il a 18 ans, il dit Clovis. Ben oui, c'est qu'ils ont une soif, et ils vont à la source, ils cherchent la source. Et donc cette jeunesse-là, contrairement à la nôtre, contrairement à celle qui est venue après, elle est effervescente, incandescente, c'est une jeunesse de feu et de combat. Voilà. Je vous rappelle la phrase de Lénine qui m'a toujours inspiré. Donnez-moi 1000 hommes. 1000 hommes pour faire la révolution. Je dirais aujourd'hui 1000 hommes pour faire la contre-révolution. Donc il y a cette jeunesse de feu qui ne cédera pas. Parce qu'elle ne triche pas. Et il y a un deuxième élément, c'est que la conquête qui est devant nous est sortie de l'Ataka. Sur les réseaux sociaux, les propagandistes disent des choses. Ils disent plus l'islamisme. Et en face, plus personne ne dit l'islamisme. Tout le monde dit l'islam. Tout le monde dit, bah oui, la baya, etc., c'est l'islam. Et donc, en fait, petit à petit, cette distinction artificielle entre l'islam et l'islamisme, qu'avait dénoncé Boualem Sansal, le grand écrivain, il y a quelques années, elle est en train de disparaître. Et donc, les gens commencent à comprendre que le mot de Malraux, une civilisation s'agrège à une religion. Et dans le sens inverse, une religion crée une civilisation. Et si la nôtre, la civilisation qui s'est agrégée à la religion catholique, disparaît, la religion chrétienne, eh bien il y a une autre civilisation qui arrive et qui est en train de s'installer et de analyser notre culture, nos mœurs, notre art de vivre. Alors, revenons peut-être... Et donc ouais. En fait, j'ai pas fini. Ah, non. Le mot de conclusion pour vous répondre, c'est que il y a cette jeunesse de combat qui veut rester française, qui veut célébrer la France, qui considère que la France est un acte d'amour, et donc elle irradie. Et il y a en face de nous des conquérants qui se cachent de moins en moins. Quand ils pratiquaient la takia du temps des premiers conquérants, on ne les voyait pas venir. Maintenant, on les voit venir. Voilà. Maintenant, c'est clair. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est très simple. Il y a une conquête, il y a des conquérants, il y a des collabos. Les collabos, c'est les maires qui achètent les voies avec des mosquées. Il y a une image des collabos. Regardez ce qui se passe à Strasbourg. Construction d'une mosquée. Ils disent, tiens, une mordicus. Ce sont des dhimmis, des soumis. Il y a Stein, on offre une rue à la femme du prophète. Et pendant ce temps-là, la cour d'appel de Nantes enjoint à Yannick Moreau, le courageux et brillant maire des Sables-d'Olonne, de déplacer une statue de Saint-Michel, de cette pauvre église catholique expirante. Donc franchement, les gens, ils ont des yeux pour voir, et ça devient aveuglant. Alors on va peut-être finir par un mot de littérature, parce que votre livre est un roman, et nous sommes donc dans ce registre. Le prix Nobel de littérature vient d'être attribué à Annie Ernaux. Alors qu'en pensez-vous, et peut-on espérer que le prix Nobel de littérature 2023 sera pour Philippe de Villiers? Alors, c'est impossible, parce que tout ça, c'est connoté. Il faut avoir ses entrées, toutes sortes de réseaux, etc. Enfin, moi, vu de l'extérieur. Mais j'écris pas pour avoir des prix, j'écris pour avoir des lecteurs.
j'ai une circonscription électorale, comme disait Peggy, qui ne cesse de s'élargir, et c'est ça mon bonheur. Et puis j'écris pour témoigner. Dans la vie, en fait, mon professeur de français me disait toujours, il avait bon enfant, on laisse derrière soi des monuments qu'on a dessinés, et puis des œuvres qu'on a écrites. Vous avez les deux, là. Et voilà, oui. Et bon, après, les distinctions. Je vais vous faire une confidence. J'ai refusé la Légion d'honneur à plusieurs reprises. Pour quelle raison? Parce que mon père me disait toujours, on ne reçoit la Légion d'honneur que quand on a derrière soi des faits de bravoure ou qu'on a été un vrai soldat. Mes frères ont la Légion d'honneur, mon père a la Légion d'honneur. Et je considère que à partir du moment où les chanteurs de rap ont la Légion d'honneur, je pense qu'il faut savoir rester à sa place. En fait, ce qui nous perd, c'est l'hubris. Ce qui perd les gens, c'est l'hubris. Vous savez bien dans les médias, c'est cette gorgone qui vous ronge. L'hubris, les Grecs avaient vu ça. C'est entre l'orgueil et la vanité, quelque chose qui vous démolit le cerveau, qui vous démolit le cœur, etc. Et puis, quand on a 73 ans comme moi, on pense d'abord au grand passage. Et donc, en fait, on ramène tout à une aune qui est différente. On est dans l'humilité oblative. Alors, je vais vous dire, peut-être finir cet entretien par une question. Je crois que c'est la question que Bernard Pivot avait posée à Mitterrand il y a très longtemps. Que voudriez-vous que Dieu vous dise quand vous arriverez au paradis? Ah. C'est très prétentieux. Moi, je lui dirais, est-ce que je peux vous poser une question? Et s'il me dit oui, je dirais, je voudrais retrouver, juste pour les saluer, Charette, Saint-Louis et Jeanne d'Arc. Parce que comme j'écris sur eux, je voudrais savoir ce qu'ils vont penser de mon livre. Très bien. Merci Philippe de Villiers pour ce beau témoignage.